L'histoire, elle sert à comprendre le temps présent, mais elle sert surtout à prévoir l'avenir. Puisque ce n'est qu'une fois que les événements se sont passés qu'on a compris ce qui s'est passé, et parce qu'un événement qui s'est produit une fois a des chances de se reproduire. S'il s'est produit 5 fois, il a beaucoup plus de chances de se reproduire. S'il s'est produit sans arrêt, il se reproduira certainement. En revanche, un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire a très peu de chances de se produire un jour. C'est l'aventure, la mort les refuse, ils rentreront dans leur camp. Et ils boiront le champagne qui fuse, à la santé de leur mort. France, oh ma France, très belle, pour toi je ferai bataille. Je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir jamais. Vous connaissez cette formule qu'avaient apprise nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue, du moins ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées, les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique, un pays qui vivait donc finalement relativement sereinement entre tribus gauloises, que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne. Nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Iulius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer 7 ans, avec des victoires, des défaites. Mais une guerre de 7 ans, c'est une guerre très longue. Et cette guerre va être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises. Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. Jules César invente cela, la corruption des jeunes élites gauloises, pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. Chaque nation, chaque ville avait donc son parti romain et son parti national qui s'observaient l'un l'autre et en venaient souvent aux prises, surtout quand il s'agissait de l'élection des principaux magistrats. Donc c'est Amédée Thierry, dans cette histoire des Gaulois de 1842, très grand historien du XIXe siècle. Comme le disait l'un des chefs gaulois de l'une des tribus, César s'est emparé par une perfidie infâme de tout ce qui conservait encore dans l'âme quelque indépendance et quelque amour de la patrie.
C'est Dumnorix, ce chef gaulois de la tribu des Éduins. Cette tribu gauloise qui, d'ailleurs, va finir par pactiser avec les Romains contre les autres tribus gauloises. En d'autres termes, et je crois que c'est un bon point de départ pour rappeler notre histoire, une guerre contre l'âme du peuple gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef arverne parvient à rassembler celui que César, dans la guerre des Gaules, puisqu'il a raconté comment ça s'était passé, César a expliqué que ce jeune chef arverne rassemblait les gens mourant de faim et les misérables. Ce jeune chef va affirmer aux Gaulois que l'heure est arrivée de se délivrer des Romains. À Gergovie, les différentes tribus gauloises, les Sénons, les Parisies, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémoviques, les Andes et toutes les cités armoricaines répondent à son appel et lui remettent le commandement suprême de la guerre. Le Rig, il est le chef de 100 têtes, Singedo, et comme il est en plus de ça le chef suprême, c'est le grand chef des 100 têtes. Ça veut dire en gaulois, en réalité, le commandant suprême, le généralissime, c'est le Vercingetorix. On va le connaître ensuite sous un autre nom qui a été latinisé puis francisé, le Vercingetorix. C'était pas son nom de famille, c'était son titre militaire. Le Vercingetorix, c'est le chef des 100 têtes, le grand chef suprême de l'ensemble des tribus gauloises. À Gergovie, donc, il réussit à unifier les tribus gauloises et, comme vous le savez, à battre les Romains. Malheureusement pour lui, vous le connaissez la suite de l'histoire, il se fera prendre. Mais auparavant, il aura réussi à rendre sa fierté aux Gaulois et à battre et à mettre en échec pendant un certain temps l'Empire. Comme le rapporte Jules César dans la guerre des Gaules, le Vercingetorix avait dit « Cette guerre, ce n'est pas la mienne seulement, c'est la nôtre à tous. C'est la gloire et la liberté de la Gaule. » Et vous me permettrez de faire un bond en avant, si j'ose dire, de presque exactement 2000 ans, en rappelant le discours de De Gaulle du 18 juin 40. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Ce sont les mêmes thématiques à 2000 ans de distance entre le Vercingetorix et le général de Gaulle. Comme vous le savez, malheureusement, le Vercingetorix va se faire encercler à Alésia, la ville d'Alys-Sainte-Reine, en Bourgogne actuellement, et donc il est obligé de se rendre. Il va se rendre avec beaucoup de panache. Il veut éviter aux Gaulois qui se sont fait encercler d'être massacrés, et donc il va, et ça c'est un tableau un peu pompier du XIXe siècle, mais qui retrace d'une façon un petit peu allégorique et symbolique cette reddition de Vercingetorix devant Jules César pour faire sa soumission. Ce que l'on ne sait moins, c'est la suite des événements. César fit grâce de la vie, en effet, à la garnison d'Alésia, comme il l'avait promis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Vercingetorix était allé se rendre, mais il la réduisit en esclavage. Et tous les prisonniers, ainsi que tous les prisonniers de l'armée des Gaulois extérieurs. Chaque soldat romain reçut un captif gaulois comme butin. Le Vercingetorix fut emmené à Rome, où il fut plongé dans un cachot pendant 6 ans, jusqu'à l'organisation du triomphe de César. Vous savez que on organisait des triomphes pour les généraux romains ayant fait de grandes victoires à l'étranger, où ils passaient sous des arcs de triomphe, justement, à Rome. Et donc, César va le garder dans des geôles pendant 6 ans. On a retrouvé une monnaie extrêmement rarissime, et qui, d'après les spécialistes, est très probablement le meilleur portrait que l'on puisse avoir du Vercingetorix. Cet homme qui a 28 ans, mais qui en paraît pratiquement 60, qui est émacié, qui a dû souffrir 1000 souffrances dans les geôles de l'Empire romain, en attendant le triomphe de César. Et puis au bout de 6 ans, il a été décapité ou étranglé. On ne sait pas exactement la suite des événements. Là aussi, avançons de 2000 ans.
je me suis permis de mettre en regard la photo de Jean Moulin. En 7 ans, la guerre des Gaules aura fait 800 000 à 1 million de morts et 1 million d'esclaves. C'est important à rappeler parce que on est bercé dans l'illusion que finalement tout le monde a lu les bandes dessinées d'Astérix et pensait que finalement tout ça est relativement sympathique. Non, ça n'a vraiment rien de sympathique. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés, ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves. Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. C'est donc la première leçon sur notre histoire nationale, c'est sur le cadre fondateur de notre pays qui va fixer pour 2000 ans les grands traits de notre mentalité nationale. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de la Gaule ont découvert que leur pays suscitait la convoitise de puissances étrangères. Les Gaulois ont alors réagi en ordre dispersé. Certains, généralement les élites, ont adopté le parti romain, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Les autres, beaucoup plus nombreux, généralement les gens du peuple, ont refusé la sujétion étrangère et ont formé un parti national avant la lettre. Jules César a su jouer le premier de cette faille essentielle inhérente aux tribus gauloises. Il a compris que la flatterie et l'ambition pouvaient lui permettre de diviser les Gaulois et de conquérir la Gaule en usant de collaborateurs, des collaborateurs gaulois qui feraient le sale travail à sa place. Et enfin, le dernier point, au moment où tout semble perdu, les tribus gauloises sont néanmoins capables de miracles, en se rassemblant pour peu de temps derrière un seul chef pour récupérer leur liberté et leur indépendance. Si d'aventure la mort les refuse, ils rentreront dans leur camp. Et ils boiront le champagne qui fuse à la santé de leur banc.